Salam alaikum. Je vais donc parler en français puisque tout le monde ne parle pas arabe. J'avais l'idée d'alterner entre le français et l'arabe, mais vu que tout le monde ne parle pas arabe, donc je vais mettre l'accent sur le français pour cette formation. Donc j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'EHTP pour cette formation de marketing digital pour les ingénieurs. Et ce n'est pas la première fois que je suis là parce que j'ai animé il y a 3 ans une conférence sur le leadership ici à l'EHTP. Donc j'ai l'honneur d'être parmi vous une deuxième fois. Et pour cette formation, elle va s'intituler le marketing digital. Et on va mettre l'accent sur 4 axes. Premièrement, l'intérêt du marketing digital pour les ingénieurs. Pourquoi il y a des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, de marketeurs, etc. Et pourtant, il est préférable pour les ingénieurs d'avoir des notions de marketing. Deuxièmement, la communication comme étant principale compétence du marketing digital pour les ingénieurs et comme étant le thème principal de cette formation. Troisièmement, technique actuelle du marketing digital, surtout pour les ingénieurs. J'ai mis l'accent dans cette formation, comme on va voir, sur les ingénieurs en général, et j'ai appliqué quelques techniques pour le forum EHTP Entreprise parce que j'ai vu la page, j'ai vu le site, etc. Donc, technique actuelle du marketing digital. Et ensuite, perspective d'évolution à l'horizon 2018, parce que le marketing, c'est une discipline qui évolue avec l'innovation technologique. Par exemple, il y a l'apparition des téléphones portables, donc il y a un type de marketing qui s'y adapte. Après, c'est les SMS, les MMS, les réseaux sociaux, maintenant c'est la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, etc. Donc, le marketing, c'est une discipline qui bouge, qui a toujours des instruments différents, des instruments nouveaux, etc. Et chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Donc, dans cette formation, on va s'axer sur ces quatre points. Donc, à la fin, s'il vous paraît qu'un point n'est pas clair ou si je n'ai pas assez parlé sur un point, vous m'arrêtez. On ne sort de cette salle qu'après avoir maîtrisé ces 4 points. D'accord? Donc, on va commencer d'abord par... Oui. Un intérêt pour le terme marketing digital, je n'aime pas vraiment le terme, Oui. Parce que marketing, c'est plutôt un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses, du savoir-être, mais ce n'est pas vraiment une discipline pratique. On le confond souvent avec marketing management. Marketing management, c'est plutôt le côté pratique, c'est plutôt la mise en exécution de ce savoir-là. Et une deuxième cause, c'est parce que le marketing management, il agit sur plusieurs axes, sur l'étude du marché, sur l'étude quantitative et qualitative, et puis sur le côté commercialisation. Et pour le marketing digital, je préfère nommer commercialisation digitale ou bien marchandisation digitale. Sauf si on veut, par exemple, introduire tout ce qui est marché financier artificiel, si vous avez déjà entendu parler. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, vous avez dit que le marketing, c'est un état d'esprit. Ça, je suis totalement d'accord sur ce point. D'ailleurs, on ne va pas juste parler sur des techniques ici, on va aussi parler du savoir-être et du savoir-faire. Parce qu'il y a les deux dans le marketing, comme vous avez dit. Même dans l'ingénierie, il faut être ingénieux pour être ingénieur. Il y a le savoir-être et le savoir-faire. Les deux en parallèle. Et si vous préférez que ça soit appelé le marchandisage, c'est la même chose. Le market, en anglais, c'est le marché. Donc, c'est juste des alternatives. Le français, l'anglais, c'est juste des appellations.
concernant, c'est par commodité qu'on a plutôt appelé marketing autre chose. Parce que marketing, c'est une notion qui est apparue au XVIIe siècle. Je ne sais pas, c'est pas seulement pour la commercialisation du propos. C'est possible, je vous donne tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est quoi la preuve pour ça? C'est que, par exemple, si on compare entre le HTP comme école d'ingénieur et l'UNCG où j'ai fait mes études, l'UNCG n'est pas une école de marketing, c'est une école de commerce. Et donc ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. Et dans le commerce, il y a plusieurs disciplines. Donc, tout d'abord, je vais faire une petite présentation, même si je n'aime pas trop parler égoïste, personnel, etc. Mais l'obligation n'impose, et vous l'avez vu peut-être dans l'affiche, et vous vous dites c'est quoi ce petit jeune, qu'est-ce qu'il fait? On a l'habitude de voir des gens qui sont seniors, qui ont des cheveux blancs, etc., tant d'années d'expérience. Donc c'est pour ça, je sais, je suis dans la même génération que vous, j'ai peut-être le même âge que vous, donc je sais ce qui circule dans nos esprits, donc je vais faire une brève présentation au début. Donc, Mohamed Kouzrou, naissance en 1993 à Marrakech. La plupart d'entre vous le savent déjà peut-être depuis ma voix. Donc, j'ai 24 ans actuellement. J'ai commencé ma carrière en 2007. C'était au collège. J'étais même pas au lycée, j'étais au CE6. J'avais une passion à l'époque pour le journalisme et donc je lisais. Les coïncidences ont voulu, la nature a voulu que je lisais un magazine sur Internet, ce qu'on appelle un webzine. Et pendant une fois, ils avaient besoin d'un rédacteur, d'un nouveau rédacteur. Ils ont mis l'annonce, on a besoin d'un nouveau rédacteur. Et donc j'ai tenté ma chance, mieux, c'est-à-dire c'est gratuit, vous contactez email, vous tentez votre chance, peut-être vous allez travailler, peut-être vous n'allez pas travailler. C'est soit 1, soit 0. Si vous ne le faites pas, c'est le 0 qui est par défaut. Donc, j'ai tenté ma chance et à ma stupéfaction, ils ont accepté. Et c'est après que moi-même, j'ai été surpris, je leur ai dit que j'ai 15 ans, ils m'ont dit c'est pas grave, c'est la passion qui compte. Donc, j'ai commencé en 2007, en dernière année primaire, et avec mes études, ma scolarisation, etc., en parallèle, bien sûr. J'ai commencé en 2007. En 2008, j'étais en train de couvrir un événement parce que j'étais spécialisé en journalisme musical. Et donc, j'étais en train de couvrir un festival avec les autres journalistes. Et donc, j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune pendant, c'est-à-dire cette couverture de ce festival. Il y avait plusieurs supports journalistiques, parmi eux la MBC. Et donc, ils ont été surpris comment un jeune de 15 ans à l'époque, il est journaliste, etc., ils vont venir me dire, on vient le jour d'après, le lendemain, pour c'est-à-dire diffuser un reportage, pour filmer un reportage sur ce que vous faites et le diffuser ensuite dans le journal télévisé de MBC. Et donc, il y avait juste du filmage vidéo, je n'avais aucune idée sur ce qu'ils allaient dire dans ce reportage. C'est encore à ma deuxième stupéfaction que pendant la diffusion de ce reportage, ils ont dit Mohamed Kouzrou, je traduis Mohamed Kouzrou, le plus jeune journaliste au Maroc. Et donc ça m'a ouvert une nouvelle porte pour d'abord de motivation et de nouvelles opportunités pour évoluer dans cette passion. Donc je donne ici juste des bribes, des flashs en général, je n'entre pas trop dans le détail. Après, comme je vous ai dit, c'est en parallèle ma scolarisation, mes études, etc. Il y avait à l'époque, certes, je faisais du journalisme musical, mais en parallèle, il y avait cette crise économique qui a éclaté aux États-Unis, ce qui m'a poussé à... C'est-à-dire, même si on est en musique, on est attaché à l'actualité, on lit plus l'actualité, on est sensible à ce qui vient du nouveau en actualité parce que c'est le travail, etc. Il faut être toujours au courant. Donc il y avait cette crise économique aux États-Unis, j'étais intéressé, donc je lisais cette actualité, j'essayais de chercher c'est quoi les mécanismes de l'économie pour comprendre encore plus cette actualité, etc. C'est ainsi que j'ai eu un baccalauréat en économie et
En parallèle, j'écrivais mes articles, etc. Je ne travaillais plus forcément avec le webzine Nextline seulement, mais j'avais aussi mon site web où j'écrivais des articles, etc. Et dans ce site web, j'avais besoin de publicité. Donc, je faisais de publicité comme je le pouvais, de façon naturelle, etc., sans avoir un gros budget, ce que j'avais donc les moyens de bord. Et c'est cette publicité, ces petits efforts de publicité qui m'ont encore plus inculqué cette passion pour la publicité. Avec mon baccalauréat économique, j'ai pu intégrer le NCG et après j'ai fait une spécialité en marketing. Et en 2016, j'ai finalement eu mon master de l'ENCG après 5 ans d'études en marketing. 2016-2017, auteur de 2 ouvrages en économie, un en 2016, un en 2017. Le premier, celui de 2016, c'était mon projet de fin d'études. Et les deux livres, c'était des études que j'ai fait à l'étranger. Donc, il y a inclus mon projet de fin d'études en 2016. Donc, je n'ai pas voulu que ça soit un simple projet entre moi et l'encadrant pour qu'il me donne une note et on aboutit à un diplôme. Parce qu'il y avait trop d'efforts. J'avais fait l'effort de me déplacer à l'étranger, à faire cette étude, à mobiliser de nouveaux contacts là-bas, etc. Donc, j'ai publié ces 2 ouvrages et c'est maintenant distribué sur Amazon. Vous cherchez juste Mohamed Bouzrou ou bien Bouzrou et il vous donne les 2 livres. Donc, 2017, ensuite, 2017 jusqu'à présent, on est encore en 2017, on est c'est-à-dire, on est à la fin de 2017, mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, je suis chef de projet publicitaire et marketing avec Maya Digital, qui est une entreprise ici à Casablanca, à Mearif. Donc, actuellement, je fais le déplacement entre Marrakech et Casablanca, je vis entre les 2 villes, et c'est tout pour 2017, on verra ce que l'avenir nous cache. Donc, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'intérêt du marketing digital pour les ingénieurs? Je vous ai dit, il y a des écoles d'ingénieurs et des écoles de marketing, de commerce, vous le savez déjà. Il y a le HTP, les MI, etc. pour les ingénieurs, et il y a pour le commerce, le NCG, l'ISKE, etc. Et pourquoi on dit aux ingénieurs qu'il faut des compétences en marketing? Si je suis le premier à le dire, je ne vais pas le dire parce que c'est juste comme ça, aléatoirement, au hasard. Mais c'est parce qu'il y a des raisons derrière cela. Premièrement, d'abord, je vais dire que ici, dans cette diapositive, il y a 6 points. Les 4 premiers points sont relatifs à la personne, à l'ingénieur. Et les 2 derniers points, ils sont relatifs encore plus à l'entreprise, à l'organisation, où l'ingénieur travaille. Donc, le premier intérêt du marketing digital pour l'ingénieur, c'est l'avantage concurrentiel. C'est quoi l'avantage concurrentiel? C'est un terme économique, mais on peut le généraliser à la vie quotidienne, au domaine des ingénieurs, on peut l'appliquer partout. Ce que je veux dire ici, c'est que l'avantage concurrentiel de l'ingénieur à avoir du marketing digital, c'est quoi en vie pratique? Vous êtes des étudiants en première année, d'autres en 2e année. Je vous souhaite, entre parenthèses, bon courage, vous allez être les meilleurs, Inch'Allah. À la fin de la 5e année, vous allez faire un projet de fin d'études qui va aboutir à votre entrée officielle au marché du travail. Donc, on prend l'exemple d'une entreprise qui a une offre de travail pour un seul ingénieur. Et pour simplifier, on va dire que 3 candidats ont postulé pour ce poste, d'accord? Donc, 3 candidats ont postulé. Le premier, il est diplômé de l'EHTP, le deuxième, diplômé de l'EHTP, le troisième, diplômé de l'EHTP. C'est uniforme. Le recruteur, il a un point d'interrogation. C'est lequel qu'il va choisir? Est-ce que le premier diplômé de l'EHTP, le deuxième diplômé de l'EHTP, le troisième diplômé de l'EHTP? Il y a un problème là-dessus. Supposons que le deuxième, sur son CV, il a des compétences avec lesquelles il se distingue, et parmi eux, il dit qu'il a... Bon, à la base, c'est un diplômé de l'EHTP, mais il a des compétences en marketing digital, ou bien n'importe quelle discipline, on dit juste le marketing, pour généraliser, pour simplifier. Donc le recruteur là, il a de la matière différente par rapport au premier candidat et au troisième candidat. Donc,
naturellement, il va prendre le deuxième candidat, c'est celui qu'il préfère, parce qu'il a quelque chose de plus par rapport au premier et au troisième candidat. Ça, c'est un avantage concurrentiel. Le deuxième point, c'est la résolution du problème. Et là, je vais vous choquer avec une information, c'est que quand vous allez travailler, Inch'Allah, ou bien avant de travailler, maintenant on est en train de faire des efforts à l'université. Et je sais qu'il y a trop d'efforts, trop de travail, et maintenant vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui on est dans un jour férié, mais vous êtes là avec moi pour cette formation de marketing. Donc il y a trop d'efforts, on va dire entre guillemets de difficultés dans ces 5 années. Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il se dit? Ça a été dans mon esprit à l'ENCG et dans l'esprit de mes collègues aussi. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit que maintenant il y a des difficultés, il y a des efforts, etc. Mais après, il va y avoir la délivrance, on va être au travail avec un fauteuil, un canapé et une tasse de café, comme ça, à l'aise. Bon, c'est une image qu'on s'imagine et qui est relativement vraie, elle n'est pas toute fausse à 100%, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes recruté après la 5e année, Inch'Allah, ou avant la 5e année si vous obtenez un travail avant, si vous arrivez à le faire, parce que ça arrive, vous êtes recruté parce qu'il y a des problèmes en entreprise. Et le jour où il n'y a plus de problèmes en entreprise, vous êtes licencié. Vous êtes en entreprise parce qu'il y a des problèmes. Et donc, ça c'est une capacité, c'est une compétence qui est connue, la résolution du problème, en anglais on dit problem solving. Et donc, vous êtes en entreprise parce que le chef de l'entreprise, il veut que vous vous occupiez d'une part de ces problèmes. Il y a un ou plusieurs problèmes en entreprise et le jour où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de travail. Et donc, ces problèmes, ils sont de plusieurs natures. Ils sont de nature d'ingénieurs, il y a des problèmes en comptabilité, des problèmes en finance. Juste pour parler du forum EHTP entreprise, il y a plusieurs cellules. La cellule logistique, la cellule média, la cellule commerciale, etc. Donc, chacun a ses propres problèmes. Et en entreprise, c'est pareil. Il y a le marketing, la finance, la comptabilité, les ingénieurs dans leur département aussi, etc. Un ingénieur, il est recruté pour le département des ingénieurs, bien sûr. Mais, et là je souligne le mais, quand il y a un problème dans un autre département, on coordonne tous nos efforts pour essayer de remédier à ce problème. On ne va pas s'y connaître à 100% en marketing s'il y a un problème en marketing, mais on peut donner notre avis. Je vous donne un autre exemple pour les passionnés du football. En football, on est 11 joueurs. Si on ne compte pas le gardien de but, il y a 10 joueurs. Il y a des défenseurs, des milieux et des attaquants. Maintenant, les attaquants, ils s'occupent de l'attaque. Mais quand il y a une contre-attaque de l'équipe adverse et que la défense est en danger, les attaquants ils ne restent pas dans le champ de l'attaque. Ils reculent pour essayer de rattraper le ballon. Et donc, c'est la même chose en entreprise. On essaie de rattraper les problèmes dans les autres départements parce qu'on est une équipe et si l'entreprise à l'extrême elle fait faillite, ce n'est pas le seul département qui souffre, qui fait faillite, mais c'est toute l'entreprise et tout le personnel qui est licencié. D'accord? Donc ça, c'est la résolution des problèmes. Troisièmement, c'est l'entrepreneuriat. L'intérêt du marketing digital pour les ingénieurs, il s'avère important dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un mot, je sais que vous l'aimez beaucoup. Et nous aussi, à l'UNCG, on l'a aimé beaucoup. Et dans les clubs, il y a ce mot récurrent d'entrepreneuriat. Je vois les étudiants sourire parce que je connais ce qui se passe. Et c'est tant mieux, parce que dans notre génération, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus travailler chez quelqu'un pour l'agenda de quelqu'un d'autre, mais qui veulent faire leur propre projet, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose pour l'économie et pour tout le monde. Mais faire l'entrepreneuriat, se lancer dans l'entrepreneuriat avec une seule compétence, ça ne suffit plus, ça ne suffit pas, et c'est une aventure qui est vouée à l'échec dès le début. Donc on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat avec une seule compétence d'ingénierie par exemple, ou une seule compétence de marketing, ou une seule compétence de finance, etc. Même si on a l'intention de recruter des gens
de différentes spécialités. Selon c'est l'entrepreneur lui-même qui a cette idée initiale d'entrepreneuriat, de propre entreprise, avec une seule compétence, ça ne suffit pas. Il y a la polyvalence, c'est le quatrième point. L'expertise et l'innovation technologique ne suffisent plus. Et dans notre économie actuelle, dans notre génération actuelle, il y a l'émergence des petites entreprises, l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Maintenant, il y a la solution d'auto-entrepreneurs, etc. Donc, il y a beaucoup de structures, de nouvelles structures qui se créent, d'accord? Et ça rejoint un peu l'esprit entrepreneurial, c'est un peu la même chose que le troisième point. Il faut être polyvalent. Parce que s'il y a un problème, comme je viens de vous dire, on essaie d'y remédier, d'y donner notre avis aussi. Ça, c'est ce que je viens de dire par rapport à l'entrepreneuriat. Par rapport à la polyvalence, on est une grande équipe. Il y a des marketeurs, des financiers, des comptables, des ingénieurs, etc. Mais même si l'équipe est déjà diverse, déjà existante, supposons que dans une petite entreprise, on a un seul marketeur et un seul ingénieur. Le marketeur, il arrive qu'il peut être, disons que le poste de marketing, il y a une femme par exemple. Il se peut qu'elle soit en congé de maternité par exemple. Il se peut, si ce n'est pas une femme, ou en général une femme ou un homme, il se peut qu'il existe un accident comme ça qu'on n'a pas pu prévoir. Il se peut qu'il soit en déplacement, il se peut n'importe quoi, mais lui, il n'existe pas toujours, il n'est pas toujours à notre côté. Donc, c'est-à-dire avoir un déplacement, il peut qu'il soit absent, n'importe quoi. Donc, notre effort, nos compétences doivent paraître et pas combler à 100%, mais on doit avoir une partie. Donc là, je vais vous donner un exemple. Et encore une fois, je veux, entre parenthèses, c'est pas pour être égoïste ou trop personnel, etc. Mais c'est pour vous dire ce qui existe dans le marché du travail. Chez Maya Digital, on est une petite entreprise. On fait de la publicité digitale pour des grandes entreprises, des clients, des grands comptes. Et par exemple, moi je suis marketeur, mais il y a un qui s'occupe du design. Il y en a deux en vérité, mais il y a une personne, c'est-à-dire avec laquelle je coordonne beaucoup, qui s'occupe du design. D'accord? Elle fait tout ce qui est photo, vidéo, etc. Mais cette personne, elle n'est pas toujours disponible. Et elle a trop de déplacements, d'ailleurs parce qu'on a cette obligation de filmer les publicités, les capsules vidéo, etc. Donc il se déplace beaucoup. Et en même temps, on a beaucoup de clients. Lui, il se déplace et à l'imprévu, il y a un client qui nous demande des modifications par rapport à son design. Il nous demande ça à l'imprévu, le designer il n'est pas au bureau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On est bloqué. C'est pas pour vous, c'est pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais j'ai des compétences en Photoshop, etc. Et ce qu'ils leur disent, c'est que moi, il a quelques compétences en marketing, demandez-lui s'il peut vous aider. Et donc là, c'est pas seulement pour votre carrière, mais c'est pour toute l'entreprise. C'est toute une équipe qui gagne à la fin. C'est pas juste l'individu. C'est vrai, il y a un boost par rapport à la carrière, mais c'est toute une entreprise qui a survécu à la fin. Donc, pour les deux derniers points, c'est relatif à l'entreprise. Pour les ingénieurs, c'est quoi les deux cas qu'ils rencontrent le plus? C'est le premier cas, il y a un produit nouveau qui se crée, nouvellement créé, ou bien un produit complexe. Et parfois, c'est les deux en même temps. Par exemple, il y a 20 ans, il y a eu l'apparition des téléphones portables et Motorola y était pionnière à l'époque. Et là, dans ce cas, il y avait les deux cas. C'était un produit nouveau et c'était un produit complexe. Quoique le consommateur, il était déjà convaincu que c'est un produit qui va lui sauver la vie, avec lequel il pouvait communiquer, avec lequel il pouvait gagner du temps, etc., beaucoup de choses. Mais
Le consommateur, même s'il est convaincu, il doit savoir comment l'utiliser, comment trouver ce téléphone portable, s'il tombe en panne, comment le réparer, etc. Et c'est là où la communication elle s'avère importante et même obligatoire. Ça, c'est pour le 4e point. Pour le 5e point, c'est la gestion des crises. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la résolution des problèmes? Il y a toujours des problèmes en entreprise, toujours. Soit un, soit plusieurs entreprises. Et ça, c'est l'obligation des entreprises parce qu'une fois que les problèmes ne sont plus là, il n'y a plus d'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise est là pour pallier un problème dans le marché, un besoin, on appelle en marketing un besoin. Donc, il y a des problèmes, les problèmes, ils s'accumulent, problème. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Il y a une crise. Et ça arrive beaucoup chez les ingénieurs et beaucoup chez le secteur automobile. Ça s'est arrivé à Renault, ça s'est arrivé récemment à Volkswagen il y a 2 ans à peu près. Les moteurs ils sont défectueux, donc on doit rappeler les voitures. Ça arrive toujours, il y a des crises dans l'entreprise, ça arrive. Donc, on a une crise, on a des manières avec lesquelles on peut réagir. Et là, on n'a pas le choix quelle manière choisir. Mais c'est la situation qui juge quelle est la manière avec laquelle on peut gérer cette crise. C'est soit on refuse la crise, soit on reconnaît la crise. On ne choisit pas, mais c'est la situation qui choisit. Je vais vous donner un exemple dans les 2 cas. Des exemples concrets qui se sont arrivés, et ce n'est pas pour faire la publicité, mais pour rapprocher la situation à vos esprits. Pour le premier cas, refuser la crise, c'est quand le client il panique, il y a un problème qui lui arrive avec le produit, ou bien il y a une mauvaise manipulation qu'il fait, et donc il croit qu'il y a un problème avec le produit, mais en vérité, en vrai, il n'y a pas de vrai problème. C'est quoi l'exemple le plus concret ici? C'est qu'il y a quelques années, la marque de jeux marocaine Valencia, il y avait une crise. Bon, entre guillemets, pour le client, c'est une crise, mais c'est une fausse crise que Valencia a refusée à la fin. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un joueur de football connu qui a voulu consommer ce jeu de Valencia. Il a mis un peu dans un verre et il a remarqué qu'il y a une matière, c'est comme une tache qui est sur le jus. Peut-être vous l'avez déjà remarqué dans les autres jus, je ne sais pas, mais de toute façon, il a remarqué une tache dans le jus. Et donc il a été surpris, bien sûr. Il a paniqué, il a cru que c'est quelque chose qui va lui créer des ennuis de santé, etc. Il n'a pas bu ce jus à l'immédiat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ciseau, il a coupé cet emballage de carton pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, il a vu plus de taches. Donc, il a paniqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Valencia nous vend quelque chose de mauvaise qualité et peut-être qu'il va même nous créer des ennuis de santé, etc. Donc, c'est un joueur de foot, il est célèbre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il a documenté tout ça, il a filmé en vidéo, il a mis sur Internet et boum, c'est un buzz, c'est un problème pour l'entreprise. Donc, c'est une crise qu'on doit gérer avec une manière que la situation va plus tard mettre en accent. Donc là, le jour, il a paniqué. Mais chez Valencia, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il s'est avéré que c'est une matière qui protège le jus pour qu'il ne périme pas vite et ça n'a aucun danger, ça n'a aucune sensibilité sur la santé. Qu'est-ce qu'elle a fait Valencia? Parce qu'elle a une bonne communication digitale et ça c'est très important. Quand on n'a pas une bonne communication digitale, l'entreprise est en faiblesse et elle va beaucoup souffrir de cette crise. Qu'est-ce que Valencia a fait? Elle a rejoint le joueur de football, elle lui a expliqué la situation, que cette tâche c'est juste une matière pour protéger le jus, etc. Et le joueur de football, lui, il a été calmé après, il a compris, il a compris, c'est bon. Et donc, ils ont filmé une deuxième vidéo qui va, entre Valencia et le joueur de football, qui va expliquer ce qui s'est passé. Donc, ici, Valencia, elle a refusé cette crise.
Parce qu'en vrai, il n'y a pas de vrai problème. C'est juste le consommateur qui a paniqué. Donc, on a utilisé notre propre communication digitale pour contrer ce problème et pour calmer les autres communautés qui ont vu cette vidéo et qui se sont dit on ne va plus acheter Vanessia s'il y a vraiment ce problème, etc. Donc, Vanessia a réagi dans ce cas en refusant la crise. Pour la deuxième manière, reconnaître la crise, c'est comment? C'est quand il y a vraiment un problème. Et là, l'entreprise, elle se doit d'assumer ce problème et de le régler avec la meilleure manière qui existe. Je reviens sur cet exemple du secteur automobile. Volkswagen, elle avait eu ce problème de moteur défectueux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rappelé ses voitures. Elle a assumé le problème. C'est vrai, il y a un problème. On ne peut pas refuser parce qu'on ne peut pas juger que le client est bête. Le client, il est roi à la fin et on doit être honnête avec le client. On doit être crédible, on doit être transparent. D'ailleurs, les avantages de la reconnaissance de la crise, c'est qu'on est crédible avec le client et on est transparent avec le client. Donc, on a reconnu qu'il y a un problème, on a rappelé les voitures, etc. Mais à la fin, l'inconvénient de cette reconnaissance de crise, c'est qu'on perd des parts de marché avec les concurrents. Il y a naturellement, il y a Renault, il y a Skoda, etc. Les autres marques qui vont venir et exploiter ce problème et nous grignoter des parts de marché. Donc c'est là où d'abord la communication digitale est obligatoire pour interagir avec le client, non seulement le client, mais aussi la communauté du client qui a été atteinte et l'opinion publique en général. Et on a besoin de remédier à ces problèmes et d'éviter la crise au plus, c'est-à-dire avoir un optimum dans la résolution des problèmes. D'accord? Donc là, c'est l'intérêt du marketing digital pour l'ingénieur. Avantage concurrentiel pour se distinguer des concurrents, résolution des problèmes parce que c'est la raison d'être de l'entreprise, elle a un besoin, c'est vrai, elle est là pour gagner de l'argent, pour survivre sur le marché, etc. Mais elle est là parce qu'il y a un problème qu'elle doit combler. Troisièmement, entrepreneuriat parce qu'on ne peut pas se lancer dans une aventure avec une seule compétence. Quatrièmement, polyvalence parce que les autres membres de l'équipe ne sont pas toujours présents. Cinquièmement, produits nouveaux, produits complexes. Donc même si le consommateur il veut notre produit, il y a une communication digitale qui est obligatoire pour interagir avec lui. Sixièmement, c'est la gestion des crises. Il y a des problèmes et qui évoluent en crise et sans communication digitale, le client il nous avale et il a toute une communauté derrière lui. Technique de cette communication digitale et les organisateurs de la cellule média, elle m'a sollicité pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est une technique qui n'est pas trop coûteuse, même s'il y a un référencement naturel, un référencement payant, mais qui s'avère très efficace et c'est la tendance actuelle que presque toutes les entreprises sont forcées à avoir. Donc là, pour expliquer cette compétence de réseaux sociaux, j'ai utilisé l'outil de management de QQOQCP. Je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié ou pas encore, mais sûrement vous allez le voir. Donc il s'agit juste de quelques questions qui j'ai fait exprès de mettre au le deuxième, je vais vous dire pourquoi. Qui, quoi, quand, où, combien et pourquoi et comment. Donc, c'est pour vous expliquer cette compétence de réseaux sociaux pour les ingénieurs et j'ai adapté quelques techniques pour les forums de EHTP entreprise parce que comme je vous ai dit, j'ai vu la page, j'ai vu le site, etc. Donc, pour une stratégie de réseaux sociaux, on a des questions à nous poser. D'abord, avec qui on va communiquer, notre cible en général. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des seniors? Est-ce que c'est des hommes, des femmes, des Marocains, des étrangers, etc. On doit d'abord cibler notre interlocuteur, celui qui va recevoir notre message. Pour les forums EHTP entreprises, c'est des étudiants. Donc, c'est des jeunes, bien sûr,
c'est les jeunes ingénieurs qui sont en train de se former, qui vont avoir besoin après d'un projet de fin d'études et entre-temps des compétences, etc. Donc, pourquoi on doit choisir notre cible et pourquoi j'ai mis O en deuxième lieu? Parce que cette communication, elle a plusieurs canaux. Juste les réseaux sociaux, pour parler des réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Et comme je vais dire plus tard, on n'est pas forcé à avoir des comptes dans tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Foursquare, c'est trop de réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qu'on ne connaît même pas, c'est-à-dire qui marchent à l'étranger plus qu'ici, etc. Dans des continents autres que le Maroc, autres que l'Europe, etc. Donc il y a plusieurs réseaux sociaux. Et ces canaux de réseaux sociaux, ils sont choisis par rapport d'abord à la cible. Parce que d'abord, selon la cible, la nature de la cible, elle détermine d'abord ces canaux. C'est des exemples différents des ingénieurs. Si on dit par exemple, si on a un exemple de Rolex et un exemple en parallèle de Tide, parce que c'est Tide, c'est pas Tide. On a l'habitude de dire Tide, mais Tide, c'est une marque mondiale. La communication de Rolex, ce n'est pas la communication de Tide. Parce que l'une, Tide, c'est la grande consommation, Rolex, c'est la communication, ou bien c'est la consommation luxueuse. Donc, ce n'est pas la même communication. Aussi, par rapport au secteur, le secteur automobile, ce n'est pas le secteur de la métallurgie, par exemple. Le secteur B2C, Business to Consumer, si on a des affaires avec le consommateur directement, c'est pas comme la métallurgie, par exemple, le managing du B2B, ou bien Maya Digital chez nous. On a des entreprises qui viennent chez nous pour améliorer leur visibilité, leur notoriété, etc. Et donc, une communication B2C pour le consommateur directement n'est pas une communication B2B pour des entreprises. Et là, on pose le troisième message. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans cette communication? On met le message naturellement. Et le message, il y a tout le monde qui crée des messages, que ce soit une communication entre nous dans le moment présent, ou une communication digitale, ou dans la vie quotidienne, ou n'importe comment, il y a des messages. Même pour ceux qui ne sont pas vraiment dans l'entrepreneuriat, etc., qui ont des profils personnels pour leur vie quotidienne, ou bien pour partager des photos, etc., ils ont leur propre message. Mais un message, là, si on est là dans cette formation, c'est pour apprendre comment faire un message dans les règles de l'art, dans les règles du marketing. Parce qu'un message, on le fait toujours, mais de manière aléatoire. Parfois, on le réussit, parfois, on ne réussit pas. Mais on est ici pour apprendre un peu et se mettre dans les rails du marketing et essayer d'optimiser notre message pour qu'il soit le plus percutant possible. Donc, je vous donne dans le message, dans la typologie de message, deux typologies qui marchent le plus. Et ça, ce n'est pas un secret du métier. Les professionnels du marketing, de la communication, etc., ils le connaissent bien. D'abord, c'est le visuel, et après le concours dans lequel je vais parler après plus tard quand je vais parler des lots à gagner post-événement. D'abord, le visuel, je vais vous dire qu'il y a plusieurs typologies de messages. Et là, vous le savez peut-être, quand on parle de publications Facebook, il y a des publications photos, des publications vidéo, des publications en lien, des publications avec que du texte, etc. Ce n'est pas un secret du métier, mais les professionnels du marketing, de la communication, ils le connaissent parfaitement et ça marche à merveille. Les publications visuelles avec photos, d'abord en premier lieu, puis le live, puis en troisième lieu des vidéos enregistrées à l'avance, ça marche à merveille. Donc des photos, et on nous dit depuis des années déjà, depuis des siècles peut-être, même avant le marketing, etc., on dit qu'une image, elle vaut mieux que 1000 discours. Donc une photo, elle est percutante. Après, c'est le live, comme on va le voir dans les perspectives, et les vidéos. Ça marche à merveille. Et avec un petit texte qui n'est pas long, qui ne va pas ennuyer celui qui le lit, c'est une meilleure manière de créer un message marketing qui est percutant.
Donc, quand la grave erreur que les gens, n'importe qui, c'est pas juste des entrepreneurs, etc., mais n'importe quel utilisateur des réseaux sociaux, la grave erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils publient dans un horaire qui n'est pas adapté. Par exemple, au Maroc, on prend le fuseau horaire GMT, un utilisateur Facebook, il publie à 3 heures du matin. Mais qui va lire ce message à 3 heures du matin? Tout le monde est endormi, la majorité des utilisateurs ils sont endormis. Vous voyez juste le nombre à côté le nombre d'utilisateurs qui sont connectés. C'est à 3 heures du matin, c'est alors que les gens sont le moins connectés. Je dis 3 heures du matin comme exemple simplifié. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des horaires qui marchent plus que d'autres horaires. Et comment on sait qu'il y a... comment vous allez me dire quel est l'horaire le plus adapté? L'horaire le plus adapté, il change par rapport à chaque émetteur et par rapport à chaque journée. Mais 3 heures du matin, etc., c'est flagrant. Vous avez l'outil que j'aime le plus pour savoir quel horaire, c'est Knout. Si vous voulez le prendre en note, c'est un site internet gratuit, knout.com. Vous vous inscrivez sur ce site gratuitement. On est dans le forum EHTP Entreprise. Si elle veut mettre un compte sur Knout, il va vous demander de lier vos comptes, vos réseaux sociaux, votre page Facebook, votre page Twitter si vous en avez, votre page Instagram si vous en avez, etc. Et vous n'êtes pas forcé à utiliser tous les réseaux sociaux qui sont sur Knout, juste les réseaux sociaux que vous avez déjà et les réseaux sociaux qui sont principaux. D'ailleurs, pour EHTP Entreprise, comme je vais le répéter plus tard, les principaux réseaux sociaux que je vois personnellement les plus importants pour Forum EHTP Entreprise, c'est 3 et pas plus que 3 réseaux sociaux. Il y a Facebook, bien sûr, il y a Instagram pour les photos et les vidéos, et il y a YouTube pour les vidéos. D'accord? Après, Foursquare, etc., c'est des choses qui ne sont même pas complémentaires, je dirais. C'est juste de la perte de l'argent, la perte du temps, la perte d'efforts, etc. Si vous vous concentrez sur ces 3, Facebook, Instagram et YouTube, c'est l'optimum. Et donc, vous les liez à Knout. Qu'est-ce qu'il vous donne, Knout? Il vous donne 3 horaires par jour. Aujourd'hui, on est le samedi 18 novembre. Il va vous dire, par exemple, il y a midi, il y a 3 heures d'après-midi, c'est-à-dire 15 heures, et il y a 20h45, par exemple. Ces horaires, donc l'autre aussi, il va vous donner la possibilité de programmer vos futures publications dans ces horaires. Et si votre publication est programmée dans cet horaire et coïncide dans cet horaire qui est étudié par Knout selon l'activité de vos fans, etc., parce qu'il vous donne l'optimum des 3 horaires les plus importants pour chaque journée. Si votre publication coïncide dans l'une de ces 3 horaires, vous allez avoir des résultats qui sont différents. Vous allez voir que les résultats, les likes, les commentaires, etc., ils s'améliorent. Et donc, il y a du bouche à oreille pour vos publications et même des partages de votre publication, et vous gagnez d'autres fans et une nouvelle communauté. Là, je dis consistance et maximum 3 pubs par jour, publications par jour sur Facebook. Il faut d'abord être consistant, bien sûr. On ne fait pas une publication aujourd'hui en novembre et on attend jusqu'en décembre et puis jusqu'en janvier, etc. Si on le peut, on fait au moins une publication par journée, que ce soit juste l'actualité, que ce soit juste un morceau d'une vidéo, d'une conférence, ou peu importe, ou bien une fois du journée, ou bien une fois sur 3 journées. Mais après avoir beaucoup de retard, c'est les fans, c'est l'utilisateur de Facebook qui vous oublie. D'accord. Et il y a d'autres pages qui prennent la relève, bien sûr, qui ont plus de visibilité, qui vous concurrencent. Mais si vous publiez pendant la journée, 3 publications maximum. Pourquoi? Supposons, il y a une grave erreur aussi, supposons qu'il y a un événement comme celui-là. Beaucoup d'organisateurs, de pages Facebook d'organisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une grave erreur. C'est le live écrit
est sur Facebook et qui prend par exemple 10 publications par jour. C'est grave. D'abord, le fan, il n'est pas concentré, il n'a pas encore lu la première publication et vous lui donnez la cinquième, donc il est noyé dans les publications. Et deuxièmement, Facebook, les algorithmes de Facebook, les robots de Facebook, etc., ils ne savent pas que vous faites du direct textualisé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette page elle est en train de déranger les utilisateurs de Facebook. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Au fil du temps, elle commence à masquer vos publications. Même si le fan il est abonné à votre page, même s'il a activé l'option voir en premier, si vous spammez, si vous faites 10 publications par jour, c'est soit le fan qui est noyé et donc qui perd le fil, c'est soit Facebook qui vous masque définitivement ou bien qui réduit votre visibilité dans le fil d'actualité des fans. Et là, je vous parle du résultat, pas moins de 10 likes via les 9800 fans du forum. Parce que j'ai vu la page Facebook du forum, et là, jusqu'à présent, environ 9800 fans, et c'est une chose qui est agréable. Je suppose qu'elle est majoritairement en référencement naturel, c'est de la publicité naturelle, et c'est bien, on va dire, le plus naturel, le mieux après. Mais pour 9800 fans, une publication doit avoir au moins 10 likes. Et ça arrive qu'elle peut avoir moins. Ça arrive. Qu'est-ce que vous faites si ça arrive quand si le contenu il n'est pas vraiment, il manque quelque chose dans son contenu, dans sa manière d'être publié. C'est soit l'horaire qui est défectueux, c'est soit la manière de rédaction, c'est soit le contenu lui-même, si c'est une vidéo, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y a moins de 10 likes? Une semaine après cette publication qui a moins de 10 likes, vous la supprimez si elle n'atteint pas les 10 likes. Pourquoi? C'est pour donner une bonne image chez les nouveaux fans. Parce qu'un nouveau fan qui entre dans votre page, 9800 fans, il scrolle la page publication après publication, après il voit qu'une publication elle a 7 likes, après 5 likes, il se dit que le contenu de cette page il n'est pas vraiment intéressant et donc il ne finit pas par liker, d'accord? Donc une semaine après une publication qui a moins de 10 likes, le message il est déjà passé et donc vous essayez de supprimer cette publication et faire une nouvelle si le message doit être encore existant, d'accord? Donc ça c'est pour 9800 likes, pas moins, 9800 fans, pas moins de 10 likes. Et j'ai vu d'ailleurs que pour les publications, ils ont déjà 40 likes, 80 likes, etc. Donc ça, c'est un bon signe. Après, comment? C'est avec un langage ciblé. Dans cette formation, c'est vrai, j'avais l'idée d'alterner entre l'arabe et le français pour avoir, c'est-à-dire un ciblage qui est plus percutant, mais dans cette formation, on ne peut pas la comparer avec de la communication digitale. Parce que ça, c'est juste une communication, on peut dire, qui est informelle, qui est restreinte, etc. D'accord? Mais dans une communication digitale, on essaie d'avoir une seule langue. D'ailleurs, dans les pages, la majorité des pages, elles communiquent avec une seule langue. C'est soit l'arabe, soit le français, soit c'est Darija, etc. On a des projets avec Maya Digital qui circulent en Darija. Donc, on se focalise, on se concentre sur une seule langue. D'ailleurs, si on veut faire du référencement payant, il serait mieux qu'on lui dise de se focaliser, de cibler une seule langue. Si on lui dit de cibler plusieurs langues, français, arabe, anglais, espagnol, etc., on a une cible qui est trop élargie et qui n'est pas vraiment pointue. Donc, une seule langue serait bien. Après, il y a le buzz. Le buzz, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Maya Digital. On essaie le maximum de faire le buzz. C'est quoi le buzz? C'est bouleverser l'Internet. C'est faire des publications qui sortent de l'ordinaire. Mais des publications qui sont ordinaires, ce n'est pas vraiment du buzz. Je vais vous donner un exemple. Je fais une publication, je dis, la communication, c'est le message qui circule entre un émetteur et un récepteur. C'est quoi ça? C'est de l'ordinaire.
Donc ça ne va pas buzzer. On ne peut pas mettre notre espoir sur cette publication pour qu'elle buzz. Le buzz, c'est bouleverser l'internaute, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est humoristique, quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne prévoyait pas, etc. Et donc, on essaie au maximum de bouleverser l'internaute. Par exemple, pour le forum EHTP Entreprise, essayez de filmer vos événements, je crois que vous le faites déjà. Et donc, quelquefois, vous prenez juste un morceau qui est percutant et vous le partagez comme vidéo. Ça, c'est pour bouleverser l'internaute. Après, il y a les teasers qui marchent aussi. C'est quoi les teasers? C'est qu'on annonce un événement, par exemple, encore pour forum EHTP Entreprise, on annonce un événement dans la page à peu près une semaine avant. Ça permet d'avoir une visibilité, bien sûr, pour nous, mais ça permet aussi aux fans, parce que la page est à la fin pour servir les fans. Donc, un teaser, ça permet aux fans de le préparer et de lui retarder la substituabilité, parce qu'il a déjà un agenda, parce qu'il a déjà un événement à avoir. Il se dit qu'il y a un événement, une conférence, n'importe quoi à laquelle il veut assister. Et donc, si on annonce notre teaser, le fan, il a une marge de temps dans laquelle il peut se préparer. Ça, en parallèle, bien sûr, avec promouvoir notre événement, etc. Une autre chose qu'on aime beaucoup chez Maya Digital et qu'on croit que ça marche beaucoup dans le marketing, c'est l'influence et les partenariats. Et là, les professionnels du marketing, de la communication et même le grand public, ils savent déjà avec Internet, les réseaux sociaux, le web 2.0, etc., avec la tendance actuelle, ils savent déjà que ça marche bien. Je vous donne un exemple avant de revenir sur le forum EHTP Entreprise. Dernièrement, c'est pas encore de la publicité, mais c'est l'actualité. Et l'exemple, il nous permet de se rapprocher encore plus et de comprendre la situation. Qu'est-ce qui a été inauguré récemment à côté, ou bien dans le Morocco? C'est Yann Antoine. Vous êtes au courant. C'est le premier smart store en cosmétique au Maroc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont intelligents, ils avaient une intelligence marketing qui est remarquable. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début, à l'inauguration? C'est une activité de cosmétique, mais il y avait peu de professionnels de cosmétique qui ont été présents. Il y avait bien sûr les Nahtili, etc., les professionnels de la cosmétique, mais en majorité qui a été invité à cette inauguration, c'est les influenceurs de tout domaine, les comédiens, les chanteurs, les acteurs. Il y avait même des acteurs internationaux qui ont été présents. Et ça, ce n'est pas du hasard, c'est pour dire qu'il y avait des célébrités qui ont été présentes. Et les célébrités, ils font de la publication sur Yann Antoine, on est là, voilà les photos, les vidéos, etc. Et il y a leur communauté qui se draine en faveur de Yann Antoine et n'importe quel événement qui utilise l'influence et les partenariats. À Marrakech aussi, récemment, il y avait l'inauguration du nouveau musée Yves Saint-Laurent. Et qu'est-ce qu'on a eu dans l'inauguration? Il y avait plusieurs célébrités, chanteurs, il y avait des gens du domaine bien sûr, mais il y avait aussi des chanteurs, des acteurs, des scientifiques peut-être, etc., qui ont été convenus à cet événement et qui ont pris une photo devant la grande effigie d'Yves Saint-Laurent où il y a le YSL, et donc il y a de la publicité pour notre événement. Donc quelque chose qui marche beaucoup en marketing et en communication actuellement, c'est l'influence et les partenariats. Là, je donne un bon point pour le forum EHTP Entreprise, parce que j'ai vu sur la page et sur le site que vous mobilisez les publications où il y a M. Rebah, etc., les témoignages des gens du l'univers, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Et là, si je dis cette chose, c'est qu'il faut garder ce rythme. C'est pas, on a fait, donc c'est du passé. Mais on reste sur cette rail, on essaie le mieux de convier, d'inviter des gens qui ont de l'influence, qui ont beaucoup de fans, qui ont une communauté derrière eux, etc. Parce qu'il y a le bouche à oreille
qui est, malgré l'évolution du marketing, qui reste très percutant et très efficace. Donc là, je reviens sur le concours. Il y a en rouge les lots à gagner post-événement. Et je l'ai dit tout à l'heure dans quoi et visuel et les concours. Et je vous ai dit que je vais revenir à ça plus tard. Les concours, c'est quelque chose qui marche très bien. J'étais l'année dernière en Arabie Saoudite, ils font beaucoup de marketing, il faut le dire, ils font beaucoup d'efforts, ils réussissent beaucoup en marketing, ils organisent beaucoup d'événements. Et qu'est-ce qu'ils font? Je dis ça parce qu'ils organisent beaucoup d'événements et vous aussi. Ils font à la fin, la date bien sûr, l'horaire. Il y a une chose qui m'a surpris, ils écrivent à la fin, il y aura un tirage au sort pour gagner un iPhone. C'est un événement scientifique, un événement religieux, n'importe quoi, et à la fin, il y aura un tirage au sort pour gagner un iPhone. Ça sert à quoi? Ça sert à remplir les chaises qui seront vides avec des gens qui veulent être là juste pour ce concours. D'accord? Et ça, c'est une chose qui marche beaucoup. On a pris cette expérience, on a transposé sur Maya Digital. Quand je suis venu avec Maya Digital, il y a quelques temps, il y a 6 mois, j'ai trouvé qu'ils le font déjà et je me suis concentré beaucoup sur ce point. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au moins un concours se fait dans mon propre projet à Maya Digital, un concours dans chaque mois. Et on ne fait pas un iPhone parce qu'on n'a pas le budget de faire offrir un iPhone, mais on fait un lot entre 200 dirhams et 600 dirhams et ça marche à merveille. Pour un fan, il gagne un lot entre 200 dirhams et 600 dirhams et il y a des partenaires qui nous font ça. Ça sert à quoi? C'est pas pour les beaux yeux du consommateur ou bien du fan, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que pour les événements, ça sert à remplir les chaises vides, mais d'une optique encore plus approfondie, commerciale et marketing, ça nous permet de fidéliser ce consommateur, ce client, etc. et ramener sa communauté, parce que sa communauté, elle voit qu'il a gagné, et donc, elle-même, la prochaine fois, elle veut gagner. Donc, il y a ce bouche à oreille qui est très fort, qui se crée avec les concours, et c'est une chose qu'on a remarqué dans nos concours, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a gardé des concours pour chaque mois. D'accord? Et c'est quelque chose que je vous suggère à la fin de chaque événement, on organise un concours, ça permet vraiment de fidéliser les gens et de ramener une nouvelle communauté. Après, c'est combien? Le plus naturel, le mieux. Ça, je ne parle pas des concours, mais pour le référencement sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai, il y a un référencement qui est naturel, un référencement qui est payant, et chez vous, la majorité, elle est peut-être organique, elle n'est pas payante, elle est gratuite, et c'est une bonne chose. Nous qui sommes une entreprise, moi qui dois peut-être vous dire, dans l'optique des affaires, venez chez nous, on va vous faire de la publicité, je vous dis le plus naturel, le plus gratuit, c'est mieux. Pourquoi? Il y a un avantage bien sûr pour le référencement payant, on le fait et parfois on est forcé de le faire. Mais parfois même, en faisant le référencement naturel, parfois on fait des erreurs de ciblage, parfois on cible des compagnies publicitaires, on fait un ciblage qui est défectué, on fait des erreurs de ciblage et donc on draine une communauté, par exemple, nous on veut des Marocains et on draine des étrangers à la fin qu'on ne veut pas. Donc c'est une erreur et c'est de l'argent perdu. Mais si on a eu pour jusqu'à présent 9800 fans gratuitement, c'est une très bonne chose. On garde notre majorité gratuite et puisque vous n'avez pas peut-être un grand budget, donc vous restez sur vos efforts organiques et peut-être si l'occasion se présente, vous faites du payant. D'accord? Nous-mêmes chez Maya Digital, parfois on fait des erreurs de ciblage et ça nous coûte beaucoup. Par exemple, on voulait faire un projet qui cible le Moyen-Orient, les Arabes en Égypte jusqu'au Golfe. C'est-à-dire en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, etc. On a fait une erreur de ciblage, on a eu
des fans qui viennent de la Roumanie, de la Turquie, etc. Donc, on a perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin? On a dû fermer le projet parce qu'on a perdu du temps, des efforts, etc. Et si on est allé avec du référencement gratuit, peut-être on pouvait faire mieux. Et après, le pourquoi, à la fin, c'est pour vendre. Oui, c'est pour vendre. Une entreprise, elle va vous mentir si elle vous dit on n'est pas là pour faire de l'argent. Pour vendre, pour se vendre le branding, etc. Mais, je souligne le mais, il n'y a pas juste de l'argent. Dans mon projet de fin d'études, il s'est appelé, je l'ai fait en Malaisie, et ça s'est appelé la responsabilité sociale des entreprises dans les pays en développement. Et j'ai fait la comparaison entre le Maroc et la Malaisie, parce qu'au Maroc aussi on fait de la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est un domaine qui m'a intéressé beaucoup depuis mes premières années à l'UNCJ. Et vous le remarquez peut-être ici au Maroc, il y a des banques. Les banques, c'est purement capitaliste, c'est purement bancaire, c'est purement de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font au Maroc en parallèle? Ils construisent des écoles, ils font de l'environnement, etc. Ici même, vous n'êtes pas en banque, mais j'ai vu tout à l'heure votre magazine, l'ingénierie verte. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est l'environnement, c'est l'actualité, etc. Donc, une entreprise, c'est pas juste de l'argent. On gagne de l'argent, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent. Parfois, c'est au dépend du consommateur, du client. C'est ce qui arrive aux États-Unis, c'est le capitalisme sauvage. Je ne dis pas en général, mais dans la majorité des entreprises, puisque la capitale du capitalisme, c'est les États-Unis. Et donc, c'est le capitalisme sauvage. On gagne de l'argent, peut-être au dépend du client. Et après, qu'est-ce qu'on a gagné dans la société? Zéro, rien du tout. L'entreprise, elle a gagné, mais dans la société, c'est quoi en parallèle, c'est quoi la valeur ajoutée? Peut-être c'est rien. Il y a encore la criminalité, il y a encore la pollution, il y a trop de choses. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste gagné de l'argent, elle a rempli les caisses et elle est partie. Donc, il faut avoir aussi une valeur ajoutée pour la société en parallèle. Les banques qui sont des grandes entreprises, on ne vient pas et on fait une banque. Au Maroc, elles sont déjà conscientes. Elles construisent des écoles, ils font de l'environnement, etc. Et donc, dans le forum EHTP Entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? En parallèle, c'est pour la conscience, c'est pour la vulgarisation scientifique, c'est pour avoir une génération qui est dans le futur meilleure au niveau scientifique, au niveau des carrières, etc. C'est vrai dans EHTP Entreprise, on ne fait pas vraiment du commerce, pas vraiment, mais on peut le faire. On peut vendre des stylos, on peut vendre des uniformes, on peut vendre des badges, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous le recommande pour avoir quelques sous pour financer vos propres événements, etc. Mais en parallèle de l'argent, on doit avoir aussi une valeur ajoutée pour la société, pour éduquer la société, pour amoindrir la pauvreté, pour l'environnement, pour l'éducation, etc. Si on fait que de l'argent et tout le monde fait de l'argent et qu'à la fin on se dit c'est quoi cette société qui n'avance pas, et bien nous aussi on est responsables dans ça, même les entreprises. D'accord? Donc ça c'est le pourquoi. On va parler là des perspectives d'évolution. Donc on vient de parler des techniques actuelles. 2017 est quelque chose qui existait même avant 2017, et je vous ai dit au début que le marketing en général et le marketing digital en particulier, c'est quelque chose qui évolue avec la technologie. Et l'innovation technologique insère beaucoup au marketing. Donc en 2018, il y aura beaucoup de choses qui vont venir. On ne sait pas encore vraiment, on n'a pas vraiment une clarté, mais il y a quelques grandes lignes. D'abord, il y aura un contenu de plus en plus personnalisé, que ce soit dans le langage, que ce soit dans n'importe quelle chose. On ne le fait pas comme ça dans l'abstrait, mais en personnalisant notre offre, nos services, etc. de plus en plus pour la cible visée, pour les étudiants ou n'importe quelle cible qui est visée. Après, deuxièmement,
c'est plus de vidéos et plus de live. Le live, c'est très intéressant. J'ai fait exprès de laisser le live ici pour vous dire l'avantage du live. Le live, il était avant 2017 restreint en fin 2016, en 2016 et en fin 2016, il était restreint aux grandes pages, aux pages des célébrités, etc. Maintenant, en 2017, il a été démocratisé et on a vu les professionnels du marketing, de la communication, ils adorent le live. Pourquoi? Parce qu'il a une efficacité percutante pour les pages et pour n'importe quelle entreprise qui est sur les réseaux sociaux, que ce soit un live sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quel réseau social. Je prends le cas de Facebook. Pourquoi le live il est intéressant pour Facebook, pour EHTP Entreprise sur Facebook? Vous faites des événements, d'accord. Si on fait un live pour un événement public, qu'est-ce qui arrive? Il y a d'abord, je suis fan du forum EHTP Entreprise, il y a une notification qui vient directement depuis le démarrage du live. Forum EHTP Entreprise est en live, cliquez ici pour regarder. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a l'interactivité avec ceux qui regardent. Là, je ne fais pas un live, c'est pour un enregistrement pour montage et diffusion plus tard. Mais si je faisais un live, je pouvais interagir avec ceux qui sont sur Facebook. Par exemple, si j'utilise ma caméra frontale, et je peux répondre. Ou par exemple, je peux garder cette situation comme ça. Je fais une formation et les autres, derrière un écran, ils font des critiques, etc. Et on peut interagir virtuellement. Et ces commentaires, ils restent sur la publication, de 1. De 2, il y a des réactions, les likes, les j'adore, etc. qui défilent et qui sont en train d'être plus utilisés dans un live. Et après, il y a aussi les partages qui peuvent atteindre une communauté, même les likes, ils atteignent les autres communautés, mais les partages, c'est très efficace si on peut le faire. Ils atteignent les autres communautés qui ne sont pas fans. Moi, je suis déjà fan, mais je partage le contenu du forum EHTP Entreprise et il y a mes amis qui ne sont peut-être pas vraiment forcément fans et qui regardent ça, qui voient que c'est intéressant et qui sont enclins à devenir de nouveaux fans. D'accord? Ça, c'est le rêve. Et maintenant, n'importe quelle page, ce n'est pas juste les célébrités, forum EHTP Entreprise, ou même les pages personnelles, ils peuvent désormais faire ça. Encore plus d'importance aux réseaux sociaux, et peut-être il y aura même de nouveaux réseaux sociaux, mais, encore je souligne le mais pas tous, on ne les utilise pas tous. J'ai fait exprès de laisser les réseaux sociaux maintenant, on en a parlé tout à l'heure dans Cloud, j'y reviens maintenant pour dire qu'il y a énormément de réseaux sociaux, énormément. Il y a Facebook, Twitter, Foursquare, YouTube, Twitter, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas encore. Il y a en Russie, ils n'utilisent pas Facebook, mais ils utilisent VKontakte. En Asie, par exemple, en Chine, Facebook, il est censuré, ils utilisent Baidu. Il y a plusieurs réseaux sociaux, mais on ne doit pas le piège que font beaucoup d'amateurs de marketing. Je l'ai fait peut-être dans mes premières années de marketing, c'est qu'on crée un compte dans tous les réseaux sociaux. Claude, il va vous dire par exemple quels sont vos réseaux sociaux, vous lui donnez juste les principaux, vous n'êtes pas forcé à donner un compte pour tous les réseaux sociaux. Pourquoi? D'abord, si vous faites tous les réseaux sociaux, d'abord c'est une perte de temps, une perte d'effort et une perte d'argent. Si vous optimisez le nombre de réseaux sociaux, par exemple pour EHTP Entreprise, on a dit juste Facebook, 3 publications par jour, l'actualité, les événements, etc. Instagram pour les vidéos, les photos des événements antérieurs et YouTube pour les vidéos antérieures. Ça, 3 réseaux sociaux, c'est suffisamment, c'est largement suffisant. D'accord? Donc, il y aura énormément de réseaux sociaux qui vont fleurir. Par exemple, peut-être on trouvera de nouveaux réseaux sociaux, un 4e pour EHTP Entreprise peut-être, mais sinon on peut garder ceux qui sont déjà suffisants. Donc c'est comme ça que j'arrive à la fin de cette formation.
Je vous remercie et je m'excuse si j'étais trop long et trop consistant dans mes informations, etc. Et s'il y a des informations, n'importe quelle intervention, c'est maintenant ou jamais.